Merci. Bon, vous devez être bien fatigué comme moi. On va essayer de faire ça dynamique parce que c'est le bout où on est un petit peu, disons, dans le contre-coup de l'effort qu'on a fait. Mais je pense que c'est le bout intéressant parce que c'est là que vous allez pouvoir prendre connaissance d'un peu tout ce qui s'est discuté depuis hier. On a été vraiment, vraiment impressionnés par je dirais, la rigueur du travail que vous avez fait, puis vraiment à quel point vous étiez fécond dans votre capacité d'apporter des idées. On a fait la compilation de ce qui a été dit hier. Et juste avec les ateliers d'hier, on a 282 propositions. Et donc, on va les faire défiler au tableau pendant que les personnes qui ont animé les ateliers vont venir vous faire disons, un petit compte-rendu très succinct des éléments principaux, des faits saillants, dans le fond, qui ressortent de leur discussion. Mais l'ensemble des propositions sont sur le document qui va circuler dans les écrans. Et puis, c'est sûr que nous, dans les prochains jours, on va faire la compilation de tout ça, on va l'organiser un petit peu. On va ajouter, bien entendu, les éléments qui ont été ajoutés ce matin. Pour que vous puissiez, d'ici quelques semaines, recevoir le cahier de propositions qui est le résultat de votre travail. Mais je veux vraiment vous féliciter, vous dire bravo. Pour nous, c'est très convaincant la façon dont vous avez répondu à l'appel qu'on a fait pour cet événement, puis on est vraiment content donc de pouvoir partager le résultat de ce travail-là. Donc, on va d'abord recevoir les personnes qui étaient responsables des ateliers du bloc 1 sur l'environnement fiscal et l'économie. Donc, j'aimerais que Maggie Saint-Georges et Catherine Crépeau, Denis Guérin, Florence Ferraris viennent me rejoindre. Et puis, ils vont pouvoir donc vous présenter le résultat de ce premier bloc. Il y avait d'ailleurs dans le premier bloc un atelier sur la conciliation famille, travail, études. Le réseau Québec Famille a fait dans les dernières semaines un sondage un très volumineux sondage sur la conciliation famille-travail qui a été publié dans quelques médias. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir sur le site du réseau pour un Québec Famille pour prendre connaissance de ces résultats-là, parce que vraiment, il y a des choses intéressantes qui en ressortent. Mais donc, pour le moment, on va recevoir Maggie Saint-Georges et Catherine Crépeau, qui vont d'abord venir nous parler de ce qui s'est dit dans le premier atelier, qui était donc l'atelier sur l'environnement fiscal des familles. Mesdames, prenez place ici au lutrin central. On vous écoute. Oui. Alors, le premier atelier sur le fardeau fiscal et les services aux familles, on avait une vingtaine de participants qui sont arrivés avec une quinzaine de propositions là, formelles à la fin. On peut dégager des grandes lignes dans ces propositions-là. D'abord, entre l'augmentation entre l'augmentation des services ou l'augmentation des allocations, les avis étaient partagés, mais on s'entendait davantage pour un accès plus grand aux services en étendant la gratuité, notamment en ce qui a trait aux services de garde du midi dans les écoles et les haltes-garderies communautaires. Sauf que cette gratuité-là ne doit pas se faire au détriment de la qualité, préviennent les participants. On est revenu aussi beaucoup sur l'idée d'élargir l'idée de la famille pour aller rejoindre tous ceux qui ne se sentent pas concernés sous prétexte qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc, d'avoir une vision plus large de la famille qui inclut les aînés, d'agir tôt pour dire que, avec la jeunesse, on forme les citoyens de demain qui vont, eux aussi, là, contribuer à la société. Donner une voix aux familles est une chose importante là, pour les participants qui proposent de ramener le Conseil de la famille et de l'enfance, qui était la voix là, des familles. On propose aussi de créer un poste de coordonnateur, de commissaire, de vérificateur. Bon, le nom n'est pas très précis, mais son rôle serait d'agir là, comme porte-parole des familles auprès du gouvernement, parce que ce serait un poste indépendant du gouvernement, évidemment, et ce serait lui qui serait porteur des dossiers et qui pourrait avoir une vue plus large pour favoriser un petit peu là, la communication entre les différents ministères. Dans le même ordre d'idées, on parle d'adopter une loi qui obligerait le gouvernement à soumettre toutes ses politiques au ministère de la Famille, afin qu'elles soient étudiées sous l'angle de leurs impacts à court, moyen et long terme sur les familles, une loi qui serait un peu similaire
à celles qui existent là, en santé et qui obligent là, les politiques à être soumises là, à l'approbation là, sous l'angle de la santé publique. Alors, et ça voudrait dire d'étudier toutes les propositions, que ce soit en matière d'urbanisme, d'éducation, de santé, donc tout ce qui touche les familles devrait être étudié pour les favoriser, finalement. Alors, ça fait le tour là, de ce qui a été discuté au premier atelier. Merci beaucoup, Catherine. Bravo. Excellent. Alors maintenant, on parle de l'atelier 1B qui portait celui-là sur la consommation et l'économie. Maggie Saint-Georges, on t'écoute. Oui, alors les 3 enjeux principaux qui ont été discutés. Tout d'abord, éviter de banaliser l'endettement. La voie privilégiée, l'éducation. Ce que les participants ont recommandé, c'est d'étendre les cours d'économie familiale et financière dès secondaire 3 pour que les jeunes deviennent des consommateurs responsables. Toutefois, les participants soulignent que l'école ne doit pas porter seule la responsabilité d'enseigner aux jeunes de saines habitudes de consommation. Les parents ont aussi leur rôle à jouer. Mais pour cela, l'environnement doit aussi leur être favorable. À cet égard, il a été proposé de créer un programme de sensibilisation pour et par les jeunes en collaboration avec les gouvernements, les organismes communautaires et le secrétariat à la jeunesse pour initier les jeunes à l'épargne et au crédit. L'accès au crédit est d'ailleurs jugé trop facile. C'est pourquoi les participants aimeraient que les gouvernements resserrent les règles d'accès, que ce soit pour les cartes de crédit ou pour les prêts hypothécaires. Le deuxième enjeu met la première dépense pour les familles, le logement. Les participants ont parlé de logements sociaux et la conclusion, la nécessité d'assouplir les règles d'attribution et favoriser le développement de nouveaux logements sociaux, notamment en milieu rural, où actuellement il s'avère plus difficile de le faire. Également, une autre recommandation, demander au gouvernement d'offrir un service conseil gratuit sur l'accès à la propriété. Le dernier enjeu, l'accès au marché du travail. Les participants ont tous été unanimes sur la nécessité de mettre en place les mécanismes nécessaires pour reconnaître rapidement l'expertise des personnes immigrantes. Et de plus, on recommande de développer une approche personnalisée afin de faciliter l'intégration en entreprise des chercheurs d'emploi. Comment? En leur attribuant un conseiller qui pourra faire le suivi de leur parcours vers l'emploi et assurer les liens entre les différentes ressources et programmes existants. Au final, les participants s'entendent sur une chose. Il faut un leadership politique pour faire adopter de nouvelles règles. Il faut que nos politiciens se sentent concernés et décident d'agir pour aider les familles à faire face aux imprévus économiques. Bravo. Les 2 ateliers sur l'économie, c'est les ateliers pour lesquels on a eu le plus petit nombre d'inscriptions. Ça se comprend parce que il y a très peu de personnes entre vous, je pense, qui êtes vraiment des gens qui travaillent au quotidien avec des questions économiques qui sont souvent rébarbatrices. Fait que je pense que j'ai envie de vous féliciter particulièrement, tous ceux qui ont participé à ces ateliers-là, d'avoir fait l'effort de sortir de vos bottines puis d'arriver avec des propositions intéressantes comme ça, parce que se questionner sur la fiscalité, se questionner sur les mesures de soutien à la consommation, l'endettement, etc., ça reste des contenus qui sont quand même moins facile pour des gens, disons, de social comme nous. Fait que vraiment, c'est très intéressant ce qui est ressorti du côté de ces 2 ateliers-là. Maintenant, on va parler de conciliation famille-travail. Hein, c'est un peu le sujet de l'heure. Donc, Denis Guérin, Florence Ferraris sont 2 des grandes vedettes de la journée parce que c'était un atelier dans lequel il y avait quand même un gros programme puis beaucoup de gens ont participé. Fait que, on vous écoute, monsieur, madame, avec grand plaisir. Effectivement, donc, dans un premier temps, je tiens à remercier les 70 participants des 2 journées qui me font paraître plus intelligents en ce moment. Donc, c'est certain que je ne fais que rapporter. La conciliation travail, famille, études, c'est pas simple. Il y a plusieurs réalités qui se cachent derrière cette réalité-là. Des familles, on a parlé beaucoup de familles vulnérables, de familles qui n'ont pas nécessairement des réseaux à leur disposition. On a également abordé ça sous l'angle de l'entreprise. Donc, ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent mettre en place des mesures de conciliation famille-travail. Donc, il y a eu en toile de fond cette dynamique-là. Il y a des mots-clés qui sont ressortis. Je vais vous les nommer. Qui ont un peu teinté l'ensemble des conversations.
Donc, accessibilité, flexibilité, souplesse, adaptabilité, équité, confiance, équilibre et responsabilité collective. Donc, ce n'est pas tout de l'avoir en tant que famille, cette responsabilité-là. Je pense que c'est une responsabilité qu'on doit s'adresser à tous, autant au milieu du travail qu'au niveau de la famille. Au niveau des recommandations, je pourrais les diviser à peu près en deux, mais il y a plusieurs catégories. Mais il y a des recommandations qui ont fait consensus autour on doit aider les familles. Et d'un. Et là, il y avait toutes sortes de recommandations sur les vacances, la modulation des vacances, les congés. On est parti de 3, 5 et même 10 congés, puis voire même 12 congés par année payés. Bon, maintenant, quel effet que ça a dans l'entreprise, ça, c'est une autre chose, mais à tout le moins, pour aider les familles. On a travaillé, il y a eu des discussions autour des vacances. Le RQAP, avec les mots-clés accessibilité et adaptabilité. Là, c'est là que j'ai un petit défi. RQPSDE, donc c'est de renommer le RQAP sur le régime québécois, est-ce que quelqu'un peut m'aider, pour développement de l'enfant. Hein? Régime québécois pour le soutien des oui. enfants. Développement des enfants. Régime québécois pour le soutien au développement des enfants. Donc, on enlève le mot famille et on met l'enfant au centre. Les services de garde sont également venus sur le sujet de discussion, son accessibilité. C'est souvent dans les grands centres urbains qu'on voit encore des grandes listes d'attente. Donc, voir à son accessibilité, à son universalité. L'encadrement des applications des normes également. De voir à leur reconnaissance et leur connaissance dans les milieux. Ce n'est pas tous les milieux qui les appliquent de façon comme ils devraient être. Donc, c'est de voir également à ça. On s'est dit aussi qu'il y a des limites également aux lois. Il y a des limites. La conciliation famille, travail, études, ça se place également dans un milieu de travail. Donc, oui, c'est beau des lois, mais il y a une responsabilité à porter également au niveau du milieu de travail. Et là, il y a différentes recommandations qui sont venues sur les discussions, des subventions, des allègements fiscaux qui pourraient permettre l'instauration de mesures. Il y a également, ce qui a fait consensus, c'est de ne pas laisser les entreprises à eux-mêmes dans ça, de les accompagner, de les outiller à mettre en place des mesures. D'envoyer un signal positif par rapport à la conciliation famille, travail, études. De ne pas voir ça comme un fardeau, d'éviter que les entreprises voient ça justement comme quelque chose qu'on rajoute également dans leur cours. Il ne faut pas les étouffer, il faut les sensibiliser, il faut démontrer la rentabilité de la conciliation famille, travail, études. Il faut le démontrer comme étant un investissement. Il faut reconnaître les initiatives également qui sont des bonnes pratiques. Donc, entre pairs, entre entreprises, il faut qu'il y ait une façon de partager cette information-là. Il y a également au niveau de l'étude, qui est la quatrième conseillère famille, travail, études. Donc, il y a eu également des discussions autour de l'impact sur le décrochage scolaire, donc dans la variable conciliation travail-études. Il y a également eu des discussions et des recommandations qui ont été faites sur le parent qui travaille et qui étudie. Donc, assouplir les politiques d'absentéisme pour les parents étudiants, bonifier le programme de prêts et bourses pour les parents qui retournent aux études. Il y a également eu comme recommandation, une grande campagne sociétale sur la conciliation famille, travail, études, basée sur les valeurs de la société, non culpabilisant, donc éviter de culpabiliser les parents et les entreprises également, de viser également les entreprises autant que les familles. Il y a également été une recommandation, c'est que la conciliation famille, travail, études, c'est tentaculaire, ça touche plein de domaines. Il faut qu'il y ait un ministère qui ait un leadership fort sur cette question-là. Tant que ce n'est pas attitré à un organisme, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui porte ce chapeau-là, ça peut tomber, ça peut aller dans tous les sens. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte ça, puis qui le porte, qui soit reconnu dans son mandat. Se doter d'un projet de loi cadre en conciliation famille, travail, études. Et je terminerai en vous disant que ça n'a pas été nommé comme une recommandation, mais je l'ai entendu dans les deux. Et c'est important, quand on regarde, quand on image la conciliation famille, travail, études,
on voit un parent qui se tire les cheveux, sa tête, il ne sait pas quoi faire. Quand on regarde ça du côté de l'entreprise, on voit à peu près la même image d'un gestionnaire d'entreprise qui ne sait plus quoi faire. C'est les images qu'on a présentement. Ce qu'on oublie de faire, c'est de regarder un peu plus bas, puis de voir pour qui on fait ça. On fait ça pour les enfants. Donc, au risque de faire un fou de moi, je vais me faire la voix d'un enfant qui donnerait une recommandation au ministère, au gouvernement. Alors, je vous demande de me prêter au jeu. Je suis un enfant de 8 ans. Il faut que vous soyez imaginatif, là. Okay? Alors, Monsieur le ministre, j'ai le droit, moi, en tant qu'enfant, d'avoir mon père et ma mère quand les choses ne vont pas bien. J'ai le droit d'avoir mes parents avec moi quand j'ai de la difficulté à l'école. J'ai le droit d'avoir mes parents quand je ne vais pas bien et quand je ne suis pas en santé. S'il vous plaît, faites-en un droit pour moi. Merci. Merci Maggie, merci Catherine, merci Denis, merci Florence, les animateurs et les responsables des ateliers du Bloc économique. Bravo. Donc, on va continuer, on va enchaîner tout de suite avec le prochain groupe qui était donc dans le groupe 2, les ateliers qui portaient sur l'organisation transversale des services aux familles, le continuum de services à travers les cycles de vie et l'accès aux services. Donc, Siani Simard, Gabrielle Brassard, Francine Blanchard, Geneviève Raymond, Annie Aubertin et Erika Muzzo voulaient venir me rejoindre. On les a fait travailler très fort, hein? Hier soir et puis ce midi encore, on était là à essayer de compiler tout ça. Donc, c'est important, évidemment, qu'on comprenne bien qu'il va y avoir encore beaucoup d'analyses à faire de tous ces éléments-là, mais là, aujourd'hui, on fait un partage plus à chaud de ce qui est ressorti. Puis, bien entendu, c'est un point de vue qui vous est présenté, donc ces personnes-là ne sont pas investies de la mission de représenter l'ensemble des participants dans leurs ateliers. Donc, mais je pense qu'on a déjà eu des recommandations super intéressantes. Fait que si on parlait maintenant de l'atelier 2A, Annie Simard, Gabrielle Brassard, c'était celui qui portait sur l'organisation transversale des services aux familles. On vous écoute. Bien, merci beaucoup. Vous êtes pas mal beau vu d'en avant, franchement. Hein? Merci. Je tiens à remercier particulièrement tous nos journalistes aussi qui nous ont aidés dans les ateliers. Je pense qu'ils méritent une main d'applaudissements. Donc, petit compte-rendu, en fait, ce qui est ressorti, ce que j'ai ressorti davantage avec Gabrielle des ateliers, ça ne fait pas office de tout ce qui a été dit, vous comprendrez, mais tout ce qui a été dit va être plus concilié par l'équipe de Mathieu et Richard. Donc, l'organisation transversale des services aux familles, en fait, on a divisé ça en 2 catégories. Donc, la première catégorie, c'est les propositions qui étaient déjà dans le cahier de participants, qui ont été pas mal acceptées comme elles étaient ou un petit peu changées, transformées. Donc, je vais reprendre le temps de vous lire les 4 propositions. En fait, la proposition numéro 1, c'était actualisation et bonification de la politique familiale et création d'un plan d'action gouvernementale axé sur la coordination de l'action de tous les intervenants au plus tard en janvier 2019. Donc, les propositions qui ont été faites à ce sujet-là de modification sont de remplacer tous les intervenants par « dans tous et en respect des milieux de vie et des familles ». Et aussi, on modifiait l'échéance de 2019 à 2020 à la place. Ensuite, il a été proposé de considérer les nouvelles réalités des familles dans cette actualisation-là, évidemment, et que dans le cadre de cette actualisation-là, un secrétariat à la famille soit mis sur pied. Aussi, que le premier ministre soit le ministre de la Famille. Donc, ça soit une prérogative du premier ministre, une fonction du premier ministre. Donc, ça, c'est quelques modifications pour la proposition numéro 1. La numéro 2, c'est à l'instigation du Réseau pour un Québec famille, en collaboration avec le ministère de la Famille, la création d'une table nationale famille regroupant notamment les organisations nationales familles, des intervenants de la société civile,
le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l'Éducation, le secrétariat à la condition féminine, les commissions scolaires et les associations municipales. Il y a une petite modification, un petit ajout. On a décidé, il y en a certains qui ont proposé d'ajouter tous les ministères et pas juste les ministères qui sont nommés là. La proposition numéro 3, c'est la création d'une commission parlementaire permanente de la famille et recréer le Conseil de la famille. Là, j'ai vu que c'était ressorti aussi dans les ateliers du thème 1. Mais ce qu'on proposait, entre autres, c'est d'y greffer un mandat plus spécifique famille à la commission des relations avec les citoyens. Ça pouvait être aussi une façon de fonctionner. Que le Conseil de la famille inclut les enfants et aînés. Donc, il pourrait s'appeler le Conseil de la conception à la crémation. Ensuite, ça c'est vrai, il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça, là. Je ne sais pas elle est où, là. Je ne la retrouve pas dans la salle, mais merci beaucoup pour le punch. Ensuite, si jamais je deviens humoriste, j'aimerais ça que vous écriviez mes textes. Donc, proposition numéro 4. Soutenir le travail intersectoriel en encourageant les projets collectifs et les plans d'action intersectoriels et en finançant les plans d'action sur le long terme, un minimum de 3 ans. On a suggéré que le minimum serait porté plus à 5 ans qu'à 3 ans et peut-être même à une période un petit peu plus longue. Bien entendu que la pérennité des tables de concertation intersectorielle puis adaptée à chacun des territoires est ressortie, je vous dirais, assez fortement. Quelques propositions originales. Originales pas étant, mais en tout cas qui n'étaient pas dans les propositions qui étaient déjà là. Donc, de revoir la composition de l'entente entre le ministère de la Santé et de l'Éducation en y incluant le ministère de la Famille, et ce, dès septembre 2018. 2018, suite. C'est ça. Création d'un bureau et ou d'un agent de liaison famille entre les différents ministères. Ensuite, faire une campagne sociétale pour redorer la place de la famille dans nos sociétés et de faire de la famille une grande tendance ou une priorité. Il y a eu aussi rédigé une déclaration sociétale de valeur où la famille serait prioritaire. Beaucoup aussi ont nommé que l'approche CLLC ou l'approche de proximité était un petit peu manquante depuis les dernières années. Donc, de revenir peut-être à des approches comme ça, c'est très long, hein, mais c'est un gros atelier. On était comme 80 dans l'atelier. Bien, si on peut passer à la conclusion le plus tôt Effectivement, possible, s'il te plaît, Gabrielle. La dernière, ça serait de faire un sommet des familles à tous les 2 ans. Voilà. Merci. Bravo, merci. Maintenant, l'atelier 2B sur le continuum de services à travers les cycles de vie, c'est Francine Blanchard et Geneviève Raymond qui sont là. Alors, pour nous, ce qui a été dit à la table, c'était que le parent joue un rôle central, qui est prioritaire, puis qui devrait être intégré dans toutes les institutions, qu'on pense qu'il puisse rentrer dans les écoles, tout ça. Puis à ceci, bien, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait une déclaration à l'effet que le parent est le premier maillon du développement de l'enfant. On voudrait aussi faciliter les transferts d'informations en abolissant les séries de règles de confidentialité qui condamnent beaucoup la transmission de savoir dans la continuité de service. Donc, on mise plutôt sur ce qu'on aimerait, c'est de miser sur une trajectoire de l'être humain avec une approche personnalisée. Donc, l'enfant n'arrive pas avec un problème, mais avec une famille, un réseau. Puis pour ça, ce qu'on aimerait, c'est la création d'une plateforme à l'image des pharmacies qui suivent un peu la trace des patients. Donc, il y a un parcours de suivi de l'enfant et de la famille et on peut savoir quels ont été les services qui ont été reçus, quand, et qu'on puisse consulter dans les différentes institutions et aussi au niveau communautaire. Ce qu'on aimerait souhaiter, c'est de créer des espaces communs pour créer des liens entre les familles et qu'il y ait une prise de pouvoir par les gens dans la communauté de ces places de parole afin de faciliter le partage des expériences puis l'intergénérationnel. Donc, on veut soutenir et promouvoir pour les différents services de la famille, puis ça peut être des occasions de faire connaître tous les services
existants dans la communauté. Les différentes tables de concertation, c'est un prérequis, c'est une clé importante. Il faut qu'elles soient considérées comme un investissement, mais non pas comme une dépense. Puis afin d'assurer le continuum des services, on pense peut-être à créer une table de concertation 0-35 ans, voire même jusqu'à 100 ans, et avec des sous-comités de travail selon les strates d'âge et des agents de milieu ou de liaison qui assurent les continuités entre les différentes personnes concernées. Ce qu'on voudrait aussi, c'est que les différents ministères aient un langage commun, ils s'arriment entre eux, pas juste au niveau sur le terrain, mais aussi entre eux, selon leur champ de compétences. Puis ce qui serait souhaitable, c'est que le ministère de la Famille soit plus famille, dans le sens que ce n'est pas juste un CPE, mais qu'on retrouve les familles, des porteurs des familles dans leur structure. Et il serait peut-être intéressant aussi que le Conseil de la famille revienne parce que c'est un élément qui manque. Donc, ramener les services de proximité comme le CLSC, ça a été mentionné nous aussi. Les municipalités doivent aussi mieux intégrer les nouveaux arrivants et définir un plan d'action pour les CPE et les OCF. Ce qui manque beaucoup, c'est des mesures de soutien de francisation pour les nouveaux arrivants. Ensuite, renouveler la politique de périnatalité et surtout en considérant que l'avis de grossesse devienne comme le point de départ. Assurer un financement adéquat aux OCF pour qu'ils puissent jouer leur rôle de première ligne dans la prévention des problématiques vécues par les familles et faire reconnaître dans les politiques de prévention en santé et services sociaux le réseau des OCF comme filet de prévention auprès des familles. Et, attendez un petit peu là, il me manque une page que j'avais. Et ici, oui, c'est ça. La révision de la loi pour les 9 et 18 ans, avec une attention particulière pour les transitions des 14 ans et des 16 ans, puis voire même jusqu'à 20 ans pour les aspects de santé mentale. Alors, ça serait d'aider et soutenir les parents à bien comprendre ces transitions. C'est pas facile pour les 14, les enfants qui ont ces âges-là, mais les parents aussi vivent des réalités. Reconnaître le communautaire. En conclusion, s'il te plaît, Francine. Pardon? En conclusion, s'il te plaît. Alors, reconnaître le communautaire, pas seulement les familles vulnérables, mais faire disparaître les critères socio-économiques et développer le réflexe penser, agir, famille avant la prise de décision. Bravo. Maintenant, c'est Annie Aubertin, Erika Muzzo, qui était à l'atelier 2C sur le meilleur accès au service. Peut-être juste une petite note sur ce qui défile à l'écran. Essayez pas de faire le match entre ce qui est dit et ce qui est affiché, parce que ça défile comme ça de façon un peu aléatoire. Fait que vous aurez l'occasion d'avoir le document d'ici un certain moment. Fait que on espère que vous allez écouter Annie et Erika sans virer schizophrène là, par rapport à la dichotomie de l'information. Faites pas le lien. Trois mots dans la table, dans la rencontre sur l'accessibilité des services. La souplesse, le financement et l'accompagnement. J'explique. Souplesse. Souplesse dans les services, dans le qui, le quoi, le où, le comment. Décloisonner les horaires, sortir le monde de leur bureau, aller vers les familles, puis s'organiser pour que les familles aillent vers les services. Donc, pas être dans du norme, dans du mur à mur. Ce n'est pas le genre de situation qui convienne aux familles. Financement. C'est une citation, j'ai entendu ça hier, je vous la lis. Le besoin d'un enfant n'a pas de lien avec le portefeuille de son parent. Moi, je vous laisse là-dessus. Je pense que ça peut être sujet à discussion sur la tarification en fonction des revenus ou pas, service gratuit ou pas, mais une chose est sûre, c'est que les gens s'entendaient pour dire qu'il n'y a pas de rapport à faire entre un portefeuille et un besoin d'un enfant. La troisième chose qui a été nommée et sur laquelle les enfants, les gens s'entendaient, d'ailleurs, il y avait bien du monde dans cet atelier-là, c'est l'accompagnement aux parents ou / être avec le parent.
pas laisser le parent à lui-même dans cette situation de vulnérabilité dans laquelle il est. Là, on était beaucoup plus en péri, en petite enfance, mais aussi s'organiser pour organiser l'information, le diriger vers des services spécialisés, lui donner accès à des services spécialisés, s'organiser pour le soutenir le temps que les services spécialisés arrivent, soutenir des projets d'approche de proximité, bon, donc aller vers les parents, soutenir des projets en périnatalité, parce qu'un bon départ, l'agir tôt, c'est garant de l'avenir, les gens s'entendaient là-dessus. Il y avait aussi une notion de gouvernement de proximité, identifiée beaucoup autour du municipal. Donc, est-ce qu'une municipalité peut être près de ses familles et pas tout seul avec tous ceux qui se sentent concernés par cette étape-là de la vie? Et puis, nous aussi, pour finir là-dessus, s'il y a un gouvernement de proximité qui se joue au local, c'est important qu'il y ait aussi une espèce de concertation répondante qui se joue aussi au national et qui n'est pas dépendante des élus, donc qui est exempte de partis politiques quelconques et qui rallie toutes les belles initiatives qui existent actuellement en santé, famille, éducation pour l'enfance et la petite enfance, mais qui ne se parlent pas comme entre eux, donc avoir une espèce de palier qui fait ce travail-là. C'est terminé pour cet atelier. Bravo. Les responsables des ateliers, donc, du bloc 2 sur le rôle social des familles. Bravo, merci. On va enchaîner maintenant avec notre troisième thématique, qui est le rôle communautaire des familles. Alors, Francine Faubert, Cynthia Côté, Isabelle Quimper et Marilyn Guérassico peuvent venir me rejoindre. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a des idées qui reviennent dans plus d'un atelier. Donc, évidemment, il y aura un tri à faire, mais on voulait que les silos soient brisés. Fait que pour moi, en tant que tel, c'est bon signe qu'il y ait des éléments qui se recoupent d'une thématique à l'autre, parce que je pense que ça démontre l'effort qu'on a fait pour briser les silos. Donc, parlons maintenant du déploiement du soutien communautaire avec Francine Faubert et Cynthia Côté. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Nous, on va faire ça en duo parce que c'est ce qu'on a fait dans les 2 derniers ateliers auxquels il y avait beaucoup de participants. Écoute, on s'est même habillés pareil, on dirait, ce matin. Team de feu. Non, mais on avait des participants vraiment extraordinaires. Les discussions étaient vraiment intéressantes, entre 40 et 50 participants par jour. Donc, vraiment, c'était extraordinaire. L'ambiance était fabuleuse. On a eu beaucoup de recommandations. Ça a été quand même assez difficile de sortir, en fait, les principales. On va quand même vous présenter ce qu'on pense. Sinon, bien, comme on vous l'a mentionné, vous allez recevoir le document avec toutes les propositions. Ce qui est ressorti beaucoup, c'est de modifier en fait le financement par projet et plutôt financer la mission globale de l'organisme pour ainsi augmenter l'autonomie des organismes communautaires familles dans la gestion selon les besoins réels de leur communauté. Ça va contribuer entre autres aussi à améliorer les conditions de travail des experts dans les organismes pour ainsi amoindrir le roulement de personnel et préserver en fait le lien de confiance intervenant-famille. Qui a poursuivi, en fait, on n'est pas de la même grandeur, on a des petites différences à l'air. Alors, en fait, ça fait suite de dire que ça renforcissait de consolider le réseau des organismes communautaires familles qui contribuent au filet de prévention pour les familles québécoises en investissant effectivement, comme elle le dit plus tôt, le financement à la mission et de ne pas oublier d'ajouter une indexation annuelle également. Comme deuxième proposition, on a soulevé à plusieurs reprises en fait, de commander une étude économique sur l'impact des organismes communautaires familles sur l'économie québécoise, un peu à l'image de ce qui a déjà été fait pour les CPE. En continuité, en fait, sur comment mettre de l'avant, promouvoir les organismes communautaires familles. Donc, il a été proposé de mettre sur pied une table nationale pour la reconnaissance de l'expertise des organismes communautaires ou pour que ça soit connu du grand public, pour faire tomber les préjugés, pour que ça soit réellement un accès à tous. En exemple, il a été dit un peu de faire une campagne de promotion aussi un peu comme les gens ou sur le recyclage, tu sais, fait qu'à ce moment-là, tu en entends un peu parler, un peu plus parler, puis ça devient un accès pour tout le monde.
On a beaucoup parlé, en fait, du concept de vulnérabilité et ce serait important, en fait, ce que les participants ont soulevé, ce serait de redéfinir ce concept de vulnérabilité-là avec d'autres contextes que seulement le socio-économique. Et notre dernière proposition qu'on va vous jaser aujourd'hui, c'est en fait de financer des tables nationales et régionales, de mettre aussi sur pied avec le ministère un réseau de communication. Non seulement il y en existe un en ce moment entre le national et le ministère, mais qu'il y ait des accès aussi avec les OCF. Je reviens à la table régionale ou nationale, qu'il y ait aussi des agents qui soient engagés, qui fassent la liaison entre tout ce beau monde-là. Fait que je vous remercie de votre écoute et merci. Merci. Merci Francine, merci Cynthia. Maintenant, l'atelier 3B, les environnements favorables aux familles, c'est Isabelle Quimper et Marilyn Gay-Racicot. On vous écoute. On a des timers partout. Bonjour. C'est avec beaucoup d'humilité qu'on se tient devant vous, puisqu'il y a eu environ 65 propositions faites dans notre atelier. Puis là, il faut que je résume ça. Fait que, voilà. Donc, évidemment, on a abordé beaucoup le rôle des municipalités dans cet atelier-là. Et les gens s'entendaient pour dire que les municipalités ont un rôle de leader, un rôle de leadership à jouer. Un leadership de convoquer, de concerter, de consulter. Cela étant dit, même si on dit que les municipalités sont des gouvernements de proximité, il sera important de donner aux municipalités les moyens de jouer ce rôle-là. Et pour faire ça, il faudrait mettre à jour, actualiser la mission, le mandat et le financement des municipalités, clarifier également les responsabilités des différents paliers de gouvernement, parce que là, il semblerait que parfois, ce n'est pas toujours clair et ce n'est pas toujours optimal. Je ne sais pas, ça a l'air qu'il y a du monde qui ont dit ça. Quand on parle d'environnement favorable aux familles, il y a beaucoup la mixité sociale qui est ressortie dans les deux ateliers. Donc, on recommande d'accélérer le développement des logements sociaux qui sont intergénérationnels, interculturels, intersociaux, puis qui sont aussi inclusifs, évolutifs, puis surtout adaptés aux besoins des familles. Un autre élément important est l'accès au transport actif et collectif qui tient compte des réalités urbaines et rurales. C'est difficile d'aborder la question des municipalités sans séparer la question des grandes villes puis la question des municipalités rurales. Donc, permettre aussi de donner des moyens financiers aux familles dans les municipalités pour favoriser l'accès au transport, puis adapter le transport aux horaires des familles. On a aussi adapté le transport aux horaires des familles. Je pense que la souplesse, elle est ressortie là, dans les discussions par rapport aux horaires en général, notamment pour favoriser la conciliation famille, travail, études et loisirs. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties en lien avec les loisirs, des mesures assez concrètes, là, des propositions, je veux dire, assez concrètes. Puis, j'en citerai peut-être une là, qui ne touche pas nécessairement juste les loisirs, mais d'utiliser davantage les technologies au sein des municipalités pour rendre accessible plein de choses qui peuvent se faire en ligne puis qui vont vraiment faciliter la vie des parents. Bon, il faut ajouter qu'il faudrait que toutes les municipalités puissent avoir Internet aussi pour les citoyens. Excusez, ça, c'est vraiment un éditorial. Et le dernier point est autour de la concertation. Favoriser les consultations citoyennes. Par exemple, le développement de politiques familiales de concert avec les politiques d'urbanisme, donc faciliter aussi les arrimages entre les différentes politiques et programmes, faciliter les liens horizontaux entre les acteurs, utiliser déjà les structures de concertation existantes. Il en existe beaucoup. L'idée n'est pas de créer des nouvelles structures de concertation pour se parler. Il y en a. L'idée aussi n'était pas de faire du mur à mur, mais bien d'utiliser les concertations qui existent dans chacune des régions. Puis il y a des modèles assez intéressants qui ont été nommés. Là, vous pourrez les lire peut-être. En tout cas, les gens, ça a été mis dans les documents. Et toute la question aussi des ententes scolaires municipales pour l'accès aux locaux, l'accès aux services, l'accès au matériel.
Ça fait le tour de ce qui a été dit. Ben non, pas des 65, Ben mais en non. tout cas, pour nous, là, on serait correct. Merci beaucoup. Merci, Merci. Isabelle, Marilyn. Les responsables donc de l'atelier du Bloc 3, bravo. Maintenant, donc, il nous reste 2 ateliers. Ce sont ceux du 4e bloc qui portaient sur le rôle de transmission des valeurs et de la culture. Alors, j'invite Pierre Prévost, Pauline Ferrari, Michel Poirier et Florence Dujoux à venir sur la scène. Donc, l'atelier 4A portait sur les familles au cœur de la vie citoyenne. C'est Pierre Prévost, Pauline Ferrari qui vont nous dire ce qu'ils ont vu, lu, entendu, compris. Merci. Merci à tous les participants. Merci à Pauline d'avoir pris des si belles notes. Je vais nommer tout le monde qui a participé. Donc, merci à Céline, Denis. Donc, juste dire, merci pour la qualité des interventions. D'entrée de jeu, je veux dire qu'il y a beaucoup d'imagination et de créativité dans les milieux proches des citoyens. Puis je pense que ce message, j'aimerais aussi transmettre, ce qu'on a nommé, c'est permettre l'adaptation puis de sortir un peu des normes et des règles qui existent pour faire un peu plus de choses proches des citoyens. Il y avait le bout sur l'intergénérationnel. Il y avait cette question-là, comment favoriser les liens intergénérationnels dans les familles. Ce qu'on disait, c'est sortir aussi de ces silos-là d'âge, parce qu'on a beaucoup segmenté aînés, les baby boomers, les X, les Y, tout ça. On se disait, on pourrait-tu voir la famille de façon un peu plus, dans un continuum, puis de façon un peu plus intégrée. Et redéfinir un peu la famille dans le sens que, oui, il y a l'intergénérationnel dans la famille, mais aussi dans la communauté. Beaucoup de gens disaient, la famille, maintenant, c'est mes voisins, c'est les gens qui m'entourent. Donc, ça peut être, oui, la famille, mais aussi des gens qui sont tout près de nous. Sinon, des trucs de proposition sur l'intergénérationnel, ça répète un peu des trucs, mais favoriser la création d'espaces communs. Bien sûr, dans le résidentiel, on a parlé de logement social tantôt, mais aussi des résidences pour personnes âgées où il y a déjà des places où il y a des garderies, des CPE qui sont intégrées. On disait d'assouplir, entre autres, les règles de la SHQ au niveau du logement social parce que c'est difficile de créer des espaces communautaires dans des lieux si ça dépasse un peu les normes qui sont présentes. Donc, assouplir ces règles-là. Au niveau même des familles, permettre aussi peut-être plus de faire des maisons intergénérationnelles, puis dans le fond, de faire connaître un peu comment y arriver, parce qu'il y a aussi des règlements d'urbanisme et tout ça qui, des fois, empêchent les gens de le faire. Donc, juste donner de l'information pour les gens qui souhaiteraient créer ces lieux-là dans leur propre milieu. On disait, pour prendre soin de nos aînés, peut-être créer un régime québécois d'assurance parentale, mais pour prendre soin de nos parents. Donc, tantôt, quelqu'un a nommé un peu cette idée-là de congé, mais là, ça serait vraiment pour se permettre de prendre soin des parents. Et l'idée de la transmission de connaissances entre les générations. Beaucoup de gens arrivent bientôt à la retraite où ils sont déjà, ont accumulé énormément de compétences. Comment les mettre à profit? Donc, est-ce qu'on devrait favoriser dans les conseils d'administration, l'accès, briser le plafond de verre, mais aussi peut-être avoir une perspective intergénérationnelle. En gros, c'est ça. Vas-y. Un des thèmes majeurs qui a aussi été abordé, c'était comment on pouvait améliorer le bénévolat et notamment l'inciter dès le plus jeune âge au niveau familial, dans le noyau familial, auprès des jeunes, des enfants, dans les écoles, et rendre accessible à l'ensemble des élèves du primaire et du secondaire l'engagement communautaire et bénévole en famille comme une expérience de vie. Et la notion d'expérience a été très importante. Et on s'est aussi posé la question de pourquoi on ne demanderait pas aux bénévoles ce qu'ils ont envie de faire plutôt que d'être toujours dans une logique unilatérale et offrir une meilleure liaison avec les organismes, notamment par des plateformes. Il y a une idée aussi très intéressante qui a été évoquée, celle d'incitation fiscale, notamment avec un rabais fiscal en cas d'heures de bénévolat. Et également améliorer la reconnaissance des bénévoles à travers des soirées bénévoles, des récompenses pour féliciter tout ce monde-là. Un des autres grands thèmes qui a été abordé, c'est comment favoriser l'implication citoyenne. Et dans ça, c'était aussi revenir à la notion de plaisir dans l'engagement et dans l'implication, et pas que se focaliser sur la performance.
casser les silodages, comme on l'a dit, et aussi peut-être penser à des budgets non programmatiques pour permettre des projets citoyens ne venant pas forcément d'organisations ou d'associations prédéfinies, mais avoir un budget à disposition de tous. Et également se focaliser sur l'aménagement et l'urbanisme dans un objectif des plus saines habitudes de vie par des trottoirs adaptés, des espaces communs, améliorer la proximité et l'accessibilité des services. Et enfin, ce serait également de développer des sondages sur les réseaux sociaux pour plus impliquer les plus jeunes et aussi leurs familles. En conclusion, s'il vous plaît. En conclusion, je vais vous chanter une chanson. Non, la concertation, on l'a nommé, mais proche des citoyens, impliquer les citoyens là-dedans. Et il y avait un exemple, je vais terminer là-dessus, des comités tripartites, municipalités, organismes communautaires et citoyens, où dans le fond, il y a une voix au chapitre, et ça joue un peu l'idée de budget participatif, tout ça, mais de vraiment mettre les citoyens au cœur. Et on a nommé aussi de mettre des jeunes aussi dans ces espaces-là de concertation pour les consulter, les mettre à profit dans les projets. Voilà. Donc, créer des partenariats nouveaux et bien aussi impliquer les gens qui sont les premiers concernés. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Pauline. Bravo. Maintenant, Michel Poirier, Francine Dujoux, dernière mais non les moindres, sur l'atelier 4B qui était de valoriser et soutenir une diversité de formes et de rôles familiaux. Mesdames, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Florence m'a demandé tantôt est-ce que tu vas faire une farce? C'est pas écrit sur ma feuille, je vais être obligée d'improviser. Alors, on verra en cours de route. Donc, nous, on a eu 40 participants sur 2 jours, une trentaine de recommandations. On a parlé de coparentalité, de biparentalité, monoparentalité, homoparentalité. Et les discussions et les mesures qui ont été proposées ont été concentrées autour de 4 thématiques principales. Donc, on a parlé des lois, puis des pratiques actuelles qui sont à revoir. Donc, autour de cette thématique-là, qu'est-ce qui est ressorti? C'est beaucoup l'importance de mettre en place des lois qui vont donner du temps aux parents. Donc, on parle ici des congés parentaux, des banques de congés personnels dans les entreprises. On a entendu parler tout à l'heure, d'ailleurs, dans d'autres présentations. On a parlé de l'intégration des pairs dans les politiques et dans les pratiques des organisations. Ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a des changements qui sont en cours. Les nouvelles familles, on doit le dire, sont inspirantes aussi à cet effet-là. Par contre, il y a encore des barrières qui sont liées aux préjugés, mais aussi, et je suis désolée de l'apporter comme ça, à la capacité des mamans de lâcher prise sur le chemin. Il y a de la place à l'amélioration dans les espaces collectifs familiaux. On pense ici à l'installation de tables à langer dans les espaces réservés aux papas et à l'adaptation des formulaires en général qui permettent de reconnaître les différents types de familles. On retrouve souvent le nom du papa, le nom de la maman, mais on souhaite de voir apparaître, et on le voit de plus en plus apparaître, parent numéro 1, parent numéro 2, mais il y a d'autres formules qui sont possibles aussi. On a parlé aussi de l'intégration des familles immigrantes. Ce qui ressort de cette section-là, c'est beaucoup l'importance, le fait que l'accueil puis l'accompagnement aux familles immigrantes devrait être bonifié. Il y a, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés des immigrants à intégrer le marché du travail. Il y a du travail à faire de ce côté-là. Au niveau de la reconnaissance des acquis, donc vous allez retrouver des suggestions de mesures autour de ça. On parle de l'importance d'intégrer la question d'immigration dans les politiques familiales municipales. Je m'excuse, Isabelle, vous venez de faire un tour de roue là-dessus, fait que c'est à réfléchir dans un autre temps. On a parlé aussi d'outiller les intervenants sur les questions de la diversité culturelle à travers des formations et d'autres stratégies de transfert de connaissances. Puis aussi d'encourager la représentation des communautés culturelles dans des événements comme celui-ci. Il y a eu des suggestions à cet effet. Enfin, on a parlé de pratiques parentales qui favorisent l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, on a abordé le sujet du fait que les rôles sont encore stéréotypés dans certains milieux.
mais aussi principalement en milieu défavorisé. Par contre, ce qu'on note, c'est que la génération actuelle, celle qu'on appelle les Y, tend vers cette égalité. Elle sera sûrement un bon modèle là, pour la prochaine génération. On a parlé de l'importance de dépasser les barrières, de briser les préjugés, par exemple, d'encourager puis de soutenir la présence des éducateurs masculins dans les services de garde, puis finalement d'appliquer des mesures de conciliation travail-famille dans les milieux de travail typiquement masculins. Petite conclusion, il y a de la lumière au bout du tunnel, soyons positifs. Alors, c'est ça. Bravo Michel, bravo Florence, merci. Une bonne main d'applaudissements pour les animateurs, les responsables d'atelier, mais on vous applaudit en même temps parce que c'est vraiment le résultat de votre travail qui vous a été présenté. Merci.